On peut y aller. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des déjeuners sociologiques de notre département et de l'IRS, on accueille aujourd'hui Irène Courtin, qui est aussi assistante au département, pour une conférence qui est basée sur sa thèse, La cause animale en Suisse romande, action collective et préfiguration. Et Irène sera discutée par Ophélie Véron, qui est à l'université de Sheffield. Irène, on t'écoute avec grand plaisir. Voilà, j'ai réactivé le micro, j'espère que nous m'entend bien. Donc merci d'être là, il y a pas mal de monde et des personnes qui arrivent d'espaces un peu différents. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent un peu sur les mêmes sujets mais qui ne sont pas à l'UNIGE, il y a des personnes de l'UNIGE et il y a aussi voilà, des personnes qui sont impliquées personnellement probablement dans la cause animale aussi, à qui j'ai transmis l'information de cette conférence dans les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça sera susceptible d'intéresser tout le monde, même si voilà, du coup on est sur un format un peu hybride, puisqu'on va discuter un peu d'enjeux théoriques et méthodologiques, mais aussi peut-être des questions plus générales sur la thématique. Voilà. Donc juste donc, pour faire un petit rappel pour les personnes qui ne le sauraient pas, donc, je suis donc en thèse de doctorat en 3e année au département de sociologie de l'Université de Genève. J'ai commencé en 2018. Et donc ma thèse porte sur la cause animale. Je vais faire une bref petite introduction sur le contexte de cette thèse. Alors, voilà. Donc juste très bref rappel sur le contexte de développement de la cause animale comme mouvement politique. Donc on est depuis un certain nombre d'années, je pense que ça aura échappé à personne, dans une période de controverse autour de la consommation de viande, qui implique à la fois voilà, des réflexions, des études sur l'impact environnemental et climatique de cette consommation. Donc ça a été notamment médiatisé suite à plusieurs rapports d'institutions internationales, notamment les rapports de la FAO. Il y a aussi des dimensions sanitaires qui rentrent en compte, et enfin des dimensions éthiques liées au bien-être et à la souffrance animale, sur laquelle on va s'attarder forcément un peu plus dans la présentation d'aujourd'hui. Donc c'est dans ce contexte-là en fait qu'on voit une affirmation de la cause animale, en particulier des mouvements véganes et antispécistes, qui se sont saisis donc plus particulièrement des enjeux liés à l'éthique animale, à la souffrance animale, et qui sont davantage médiatisés dans les récentes années par rapport à la fin des années 2000, qui était davantage marquée par ces réflexions sur les aspects environnementaux. Donc, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet sur le contexte de la Suisse romande, je vais donner quelques points de repère sur la cause animale et sur les termes aussi qu'on utilise, parce qu'il y a un peu une inflation de vocabulaire, de champ lexical là-dessus, qui fait que ça peut être assez compliqué de s'y retrouver quand on n'est pas familier de ces mouvements-là. On entend parler de véganisme, d'antispécisme, parfois d'animalisme, parfois de mouvements animaliers. Enfin, ça peut être assez confus le traitement là-dessus. Donc, je voulais juste faire un petit point sur les quelques typologies ou les courants existants et leurs limites. Donc, il y a une première distinction qui est souvent faite dans la littérature et puis aussi par les personnes, les premières intéressées de ces mouvements, qui est une distinction entre la protection animale, entendue comme voilà, les refuges, le sauvetage d'animaux, ça va être par exemple les sociétés protectrices des animaux, et la cause animale, entendue comme un mouvement politique avec des revendications sociales et qui interpelle les institutions, la société dans son ensemble. Première possibilité. Il y a aussi une opposition entre ce qu'on va appeler un mouvement welfariste, c'est-à-dire un mouvement qui se préoccupe du bien-être des animaux, mais qui ne remet pas forcément en cause leur consommation ou l'utilisation de produits animaux par les humains. C'est ce que j'ai affiché sur la slide. Et un mouvement abolitionniste qui, comme son nom peut le faire deviner, défend en fait comme horizon politique l'abolition de l'exploitation des animaux. Donc voilà, ça c'est une ligne de partage qu'on retrouve autant dans la littérature que dans les catégories utilisées par les personnes impliquées. Et enfin, il y a différentes typologies qui peuvent être utilisées, notamment dans la littérature anglo-saxonne, entre animal rights, animal liberation et animal welfare.
Donc, en gros, mouvement pour les droits des animaux, libération animale ou bien-être animal. Donc, il y a différentes partitions comme ça. Dans les faits, il faut quand même souligner que ce n'est pas aussi clair que ça, et dans le cas de abolitionnisme et welfarisme que je viens d'indiquer, ce n'est pas non plus aussi binaire. Il y a beaucoup de mouvements qui vont, par exemple, défendre des petites avancées tout en ayant un horizon abolitionniste. Et donc, voilà, on ne part pas dans ce travail de thèse de ces typologies comme quelque chose d'acquis, on les garde en tête, mais on ne les considère pas forcément pertinentes a priori pour le contexte de la Suisse romande. D'autant plus voilà, que les contextes nationaux sont susceptibles de changer. Par exemple, dans le contexte francophone de la Suisse ou de la France, on parle beaucoup de mouvements antispécistes. Or, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Donc là, ce que j'ai réfléchi sur la slide, c'est le véganisme, entendu comme un mode de vie qui se passe de produits animaux et un mouvement, et l'antispécisme, qui recoupe en partie le véganisme, mais qui est un courant politique et un mouvement, comme on va dire les deux aspects les plus prégnants et les plus médiatisés aussi voilà, de l'abolitionnisme. Donc pour cette thèse, on va entendre cause animale abolitionniste dans un sens très large, des mouvements qui s'opposent de façon générale à l'exploitation animale, que ces mouvements utilisent ou pas le terme abolitionnisme d'ailleurs. Voilà pour les premiers points de repère. On pourra éventuellement en rediscuter aussi plus tard. En Suisse romande, ces dernières années, donc il y a deux dimensions principalement, ce n'est pas exhaustif, mais principalement deux dimensions qui ont participé à la médiatisation de la cause animale. Le premier, c'est le développement de la consommation végane, donc d'un marché aussi, donc des gammes alimentaires, apparition de restaurants, de produits du quotidien, qui sont souvent pas mal reliés en fait, dans les presses locales. Et un second volet, c'est une série d'actions directes illégales et de désobéissance civile, en particulier à partir de 2016-2017, qui ont fait beaucoup parler d'elles, donc des actions de blocage d'abattoirs, des dégradations matérielles, et puis donc la répression judiciaire qui s'en est suivie. C'est assez net, il y a vraiment une grosse couverture médiatique de ces événements dans une période qui coïncide précisément avec le début de ma thèse, en fait. Et j'ai pu le constater moi-même parce que pendant la première année de ma thèse, 2018, début 2019, j'ai été sollicitée 3 fois par des médias sur ce sujet-là et que ça s'est pas mal calmé ensuite. Voilà. Donc c'est beaucoup ça qui a fait parler de la cause animale en Suisse. On pourrait rajouter d'autres choses comme voilà, quelques initiatives fédérales, des créations de refuges et de sanctuaires. Donc j'ai affiché sur la slide différents aspects, différents volets des pratiques de la cause animale. Donc vous avez en haut à gauche l'ouverture du restaurant végétarien Tibit à Lausanne. Vous avez des images de blocage d'abattoirs par 269 libérations animales qui n'ont pas été prises en Suisse, je le précise. Une image du sanctuaire coexisté du côté de Bex. Une image de l'association Anonymous for the Voiceless qui fait des cubes montrant des vidéos d'abattoirs. Une image d'une boucherie genevoise dégradée. Et enfin, l'image de la marche pour la fin du spécisme qui se tient tous les ans au mois d'août en Suisse et d'ailleurs dans d'autres pays. Donc ces différents volets, ça incarne du côté de la sociologie des mouvements sociaux à la fois ce qu'on va appeler l'action collective contestataire ou protestataire, contentious politics, et des aspects plus latents, moins visibles des mouvements sociaux qui vont davantage s'ancrer dans le quotidien, avec notamment des questions par exemple de consommation du quotidien, mais aussi on peut penser à la vie quotidienne dans les sanctuaires. Voilà. En tout cas, des choses qui ne sont pas a priori, qui ne relèvent pas a priori de l'action politique telle qu'on l'imagine traditionnellement, avec des manifestations, etc., mais qui sont partie prenante de ces mouvements sociaux. Le questionnement de départ de ma thèse, il partait de débats internes à la cause animale concernant la place à accorder à la consommation, justement, au développement d'un marché vegan et aux tensions et désaccords qu'il pouvait y avoir autour de ça. Donc, je m'explique. Il y a pu avoir des contestations, des débats, avoir des tensions fortes à certains moments autour de la pertinence de promouvoir le véganisme comme mode d'engagement premier, le plus pertinent dans lequel s'investir, à la fois pour des questions d'efficacité, parce que c'est efficace et pertinent d'essayer de convertir individuellement le maximum de personnes, et aussi pour des raisons politiques, puisque pour les groupes qui critiquent ça, il s'agit aussi de dénoncer une récupération capitaliste du véganisme avec, par exemple, des gammes d'aliments
qui sont produits par des grandes multinationales agroalimentaires. Donc, ça, c'était le point de départ, mais en approfondissant la littérature sur la consommation politique, sur les modes de vie comme forme d'engagement et leurs articulations avec des formes plus traditionnelles, entre guillemets, de mobilisation, ces questions ont un petit peu évolué. J'ai pu me rendre compte que voilà, ces débats autour de la consommation engagée, ça s'inscrivait en discussion et dans des logiques politiques plus larges qui n'étaient pas réductibles à cet aspect, et que ça impliquait en fait des visions différentes du changement social et de l'engagement politique. Et donc, ces lectures m'ont amené à la notion de politique préfigurative, d'où l'apparition de préfiguration dans le titre de cette présentation, que je vais vous détailler un petit peu juste après. Donc, la politique préfigurative, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, on peut noter que telle qu'elle, utilisée comme ça, ce n'est pas énormément utilisé dans la littérature francophone. C'est par contre très courant à la fois dans les mouvements sociaux et dans la littérature anglophone. Donc, c'est une traduction de prefigurative politique, ce que j'ai traduit un peu littéralement par politique préfigurative. Et c'est, il me semble, la traduction la plus courante, mais il faut avouer que c'est plus marginal en français. Qu'est-ce que ça désigne? Donc, je vous ai mis là donc, une citation d'un article de Luke Yates, qui désigne de manière générale la politique préfigurative comme la combinaison d'une construction d'alternatives avec un effort stratégique pour assurer leur pertinence dans le futur. Donc ça, c'est une définition très générale, je vais rentrer un peu dans les détails après. Cette définition, elle implique en fait que ce qui différencie la politique préfigurative de formes d'alternatives ou d'expérimentation qui peuvent être propres, par exemple, à des sous-cultures, c'est vraiment cette dimension stratégique. Donc, dans la politique préfigurative, il y a un objectif de changement social. Donc, ça implique l'engagement aussi dans des formes d'action protestataire, dans la diffusion active d'idées politiques, etc. Mais il y a une dimension, une attention particulière qui est portée à l'expérimentation, à la construction d'alternatives, de façons différentes de vivre, d'agir ensemble, etc. Et au fait de bâtir de nouvelles normes aussi des normes quotidiennes. Donc, ça inclut aussi ces questions de consommation. Là où ça m'a semblé particulièrement pertinent pour ce travail, c'est que cette notion permet de dépasser déjà ces divisions qui étaient à la base de mon questionnement entre mode de vie, consommation, engagement très ancré dans le quotidien et ces formes de protestation, puisque justement ça cherche au contraire à penser les logiques politiques qui articulent les deux et qui vont permettre d'analyser les relations dialectiques entre ces différents aspects. Selon Luke Yates, que je cite encore, donc dans un article qui s'appelle Rethinking Prefiguration, dans lequel il fait une grosse revue de littérature sur la préfiguration et à partir de laquelle il va analyser 5 processus. Voilà, ça va nous permettre de détailler un petit peu les processus en question, que je vais expliquer un petit peu parce que ce sont des traductions et telles quelles, ce n'est pas forcément évident. Mais donc, sans y passer trop de temps, donc pour Luke Yates, la politique préfigurative s'articule 5 processus qui ne correspondent pas à des pratiques à chaque fois différentes, c'est plutôt des processus qu'on va retrouver à l'œuvre dans une même pratique, par exemple. Donc l'expérimentation, que j'ai déjà évoquée, qui se passe autant dans les vies quotidiennes que dans les mouvements de protestation. Donc ça va être tester des modes de décision ou des formes de modes de vie qui ne rentrent pas dans les normes. Donc expérimentation. Le développement d'idées, de perspectives politiques propres, de cadres, de grilles de lecture. Donc ça, c'est la partie perspective, la seconde. Donc ça va être la dimension davantage idéologique, en fait, de la préfiguration. Ensuite, par conduite, on entend, à partir de ces 2 processus d'expérimentation et de perspectives politiques, l'établissement de nouvelles normes collectives qui vont être ensuite consolidées, c'est la 4e dimension, consolidé dans un environnement matériel aussi et dans les relations sociales. Donc ça va être par exemple quand on occupe un endroit ou quand on va réorganiser spatialement un endroit, on est dans ce processus de consolidation des normes. Pour prendre un exemple concret qui est lié à la cause animale, quand par exemple on crée un sanctuaire pour animaux et qu'on va changer un terrain qui était auparavant un terrain de ferme, on va chercher ce qui est par exemple le moins possible de clôture pour que les différentes espèces animales puissent coexister. On est dans ce processus-là de consolidation. Et enfin, un processus de diffusion qui est de faire connaître, diffuser ces pratiques, normes, dispositifs et perspectives politiques au-delà du groupe concerné, ce qui consiste, comme je l'ai dit avant, ce qui fait un peu la nature aussi de la préfiguration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'expérimenter
par adhésion juste personnelle, il y a vraiment un but de changement social et de diffusion. Voilà. Il faut souligner que ces processus-là, ces dimensions, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà été étudié dans la sociologie des mouvements. Donc, il ne s'agit pas de réinventer ça, mais plutôt de penser l'articulation de différents champs d'études des mouvements sociaux, voilà, dans cette même logique politique. Voilà. Ce qui m'amène donc à ma question centrale actuellement, qui est dans quelle mesure les pratiques de la cause animale relèvent d'une politique préfigurative. Donc, poser cette question, ça implique déjà d'identifier et de décrire les acteurs principaux de la cause animale en Suisse, leur mode d'organisation, les formes différentes de collectifs, leur fonctionnement, leur répertoire d'action, leurs ancrages idéologiques et politiques, et leur conception du changement social. Et seulement à partir de là, on pourra voir dans quelle mesure on retrouve ces 5 dimensions et surtout quelles tensions éventuelles apparaissent entre ces processus, est-ce qu'il y a des priorités qui sont faites, mais aussi est-ce qu'il y a finalement des modes d'action qui ne s'inscrivent pas du tout dans des politiques préfiguratives. C'est aussi induit par la question. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. J'espère que ça va de ce côté. C'est une notion qui peut paraître un peu, pas forcément intuitive à la base, mais on verra que ça fait quand même écho à des problématiques très concrètes que je vais pouvoir évoquer par la suite. Donc voilà un panorama non exhaustif des acteurs de la cause animale en Suisse romande, que je vais un petit peu détailler aussi par la suite. Donc, une des premières choses que j'ai eu à faire quand j'ai commencé la thèse, après avoir fait ma revue de littérature, c'est d'identifier les acteurs principaux à l'échelle de la Suisse romande, ce qui reste possible, la Suisse romande n'étant pas un territoire trop étendu. C'est non exhaustif parce que, comme je vous le disais, c'est assez poreux les frontières entre est-ce qu'on est vraiment dans la cause animale ou plutôt dans une association de protection animale. Donc, mais on peut quand même identifier des acteurs principaux. Sur la première colonne, donc en rouge, vous avez donc des collectifs qui ont une perspective abolitionniste générale, c'est-à-dire des associations, des groupes qui œuvrent vraiment pour l'abolition de l'exploitation animale, que ce soit avant tout pour le véganisme ou en ne parlant pas de véganisme. Il y a des orientations un peu différentes selon les collectifs. Les termes employés ne sont pas forcément les mêmes, mais ils ont vraiment tous point commun d'avoir cette perspective générale sur l'abolition de l'exploitation animale. Il y a l'association PEA pour l'égalité animale, qui est très active à l'échelle de la Suisse romande. Il y a ensuite l'association 269 Libération animale, que j'ai mentionné au début, qui est le collectif en fait, qui faisait ces blocages d'abattoirs notamment, et qui à l'heure actuelle est un peu en veille, les activités sont suspendues. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Il y a SwissVeg, qui est l'association végane suisse, donc pas que en Suisse romande, mais il y a une antenne suisse romande. Il y a Anonymous for the Voiceless, donc qui s'insère dans le style Anonymous avec les masques, etc. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour les animaux. Et puis donc ensuite la Fondation Marc et l'association OCOA, qui sont des collectifs qui relèvent à la fois de la défense de l'environnement et des animaux. Dans la seconde colonne, j'ai identifié des associations qui, a priori, sont des associations spécialisées. Donc là, en l'occurrence, les 2 que j'ai mises en avant, c'est Stop Gavage, donc, qui est le collectif contre le gavage et contre le foie gras, et la Ligue suisse contre la vivisection, qui est une très ancienne association suisse, mais qui, en fait, ont des proximités, des sympathies abolitionnistes, c'est-à-dire qu'elles sont certes spécialisées, elles œuvrent pour ça en particulier, mais elles ont une perspective plus globale et elles participent à des actions. Par exemple, la Ligue suisse contre la vivisection, elle participe activement à la Journée mondiale contre le spécisme, dont on a vu la manifestation en photo au début. Donc, elles sont bien aussi dans une revendication abolitionniste, malgré le caractère qui peut paraître resserré des revendications. On a ensuite des réseaux qui sont des alliances, des réseaux qui regroupent des collectifs déjà existants, des plateformes communes pour se faire entendre des médias et des institutions politiques. Donc la coalition animaliste, qui regroupe 5 ou 6 groupes animalistes, Alliance Animale Suisse, et enfin une plateforme qui s'appelle Animaux Parlement, et qui vise à évaluer la position des élus vis-à-vis de ces questions d'exploitation animale. Ensuite, dans la 4e colonne, on a des sanctuaires et des refuges pour animaux qui ont des perspectives différentes et qui sont plus ou moins proches des associations que j'ai citées au départ. Il y a l'association Coexister. Donc, on a vu aussi une photo du refuge avec des cochons sur les premières slides, qui est du côté de Bex, donc.
le refuge Vita Nova qui a été créé l'année dernière et qui est juste à la frontière, donc à côté de Genève, et qui appartient en fait à la Ligue suisse contre la vivisection. Les Grands Heureux, qui est un refuge qui est moins explicitement dans une revendication abolitionniste, mais qui fait partie de ce réseau-là. Donc, il y a un refuge pour cochons, comme le nom l'indique, à Genève. La colline de Lapin, qui est un refuge pour lapins. Et il y a aussi un projet en cours de création qui s'appelle la Rescapade, qui n'a pas encore trouvé de terrain, mais qui est déjà créé en tant qu'association. Enfin, j'ai aussi identifié un certain nombre de médias et de médias sociaux, dont certains ont été arrêtés depuis le début de la thèse. Donc, il y avait le site vivegan.ch, anciennement appelé Veggie Romandie, et qui a été arrêté récemment. On reviendra là-dessus aussi. Antispécistes.ch, et enfin un certain nombre de groupes véganes locaux pour Neuchâtel, Genève, Lausanne, etc. Et les pages de ces mêmes associations. On aurait pu rajouter à ce panorama d'autres collectifs qui relèvent davantage de la protection animale ou de revendications welfaristes, comme j'évoquais au départ. Mais voilà, il fallait limiter un peu ce que je vous proposais sur les slides. Et donc, j'ai aussi mis un peu plus de côté les groupes et associations qui étaient un peu plus marginales par rapport à ces réseaux-là ou qui ne revendiquent pas vraiment explicitement, en tout cas, de l'abolitionnisme, même si, comme j'ai dit, les frontières sont parfois poreuses. Il y a aussi tous les lieux de type restaurant, food truck, café vegan, dans lesquels je suis susceptible aussi d'aller faire du terrain ou m'y intéresser. Mais là encore, il faut souligner que si certains de ces lieux ont des liens actifs avec ces collectifs, d'autres pas du tout. En fait, c'est juste de l'alimentation végétale, mais il n'y a pas de revendication politique, voire on ne sait même pas si les personnes qui les ont créés sont véganes par ailleurs. Donc, voilà, ça c'était le premier travail, de faire ce panorama déjà des acteurs de la cause animale. J'espère peut-être vous avoir fait découvrir un petit peu ça aussi. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre depuis le début de ce travail sur les acteurs de la cause animale en Suisse romande? Déjà, quelle différence il peut y avoir entre ces acteurs? C'est quoi les convergences, les divergences? Quels sont les aspects, les thématiques qui sont susceptibles de faire débat ou d'animer des discussions? On se souvient, moi, que mes premiers questionnements, c'était autour de la place de la consommation et du véganisme. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose qui ressort quand on discute avec les militants et militantes ou sur les sites? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort comme un sujet de désaccord, de conflit et de tension? Eh bien, en fait, en tout cas, jusqu'à présent, pas tellement, du moins pas tant que j'aurais pu l'imaginer. C'est un résultat en soi. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qui est évoqué prioritairement comme étant sujet de débat stratégique ou de désaccord important. Il faut le souligner, c'est quand même intéressant de constater ça. Ensuite, est-ce que ça pourrait être les répertoires d'action, les choix stratégiques? Là, on peut observer qu'effectivement, des positionnements différents. Il y a quand même des groupes qui continuent à investir la promotion du véganisme et d'un mode de vie sans cruauté activement. D'autres qui font ça, mais qui en plus choisissent de mettre précisément l'accent sur le spécisme comme système social de domination, ce qui inclut des choix différents aussi d'action, peut-être faire moins de sensibilisation au véganisme dans la rue, par exemple, parler moins de cuisine ou de consommation. Il y a des groupes qui ont fait, à partir de 2017-2018, même un peu avant, le pari de la désobéissance civile, une forme de propagande par le fait, par l'exemple, avec des actions très radicales. D'autres qui ont fait le choix de rester complètement dans la légalité, d'interpeller les institutions avec des moyens légaux. Donc, il y a des choix qui sont différents, mais en tout cas, de ce que j'ai pu observer pour l'instant, ce sont des divergences, mais ce ne sont pas des conflits, encore moins des conflits ouverts. Il n'y a pas de boycott d'un groupe à un autre et aucun de ces désaccords ne semble entièrement surmontable à l'échelle des collectifs. Après, il peut y avoir des conflits individuels, mais en tout cas, à l'échelle des collectifs, ce n'est pas le cas. D'autant plus qu'il faut souligner que la Suisse romande étant un petit réseau, on est quand même sur un mouvement social qui certes est émergent, mais qui ne rassemble pas énormément de personnes, dans un espace géographique qui n'est même pas extrêmement étendu, ce qui fait qu'en fait, il y a une forte circulation de personnes, d'idées, de pratiques entre les différents espaces et les différents groupes. Beaucoup de personnes se rencontrent à de nombreuses reprises. Il
il y a beaucoup de gens qui sont investis finalement dans plusieurs collectifs ou qui naviguent en électron libre d'une initiative à une autre. Certaines personnes revendiquent quand même de ne pas prendre parti dans aucun de ces désaccords et d'encourager et de participer à tout ce qui va s'opposer à l'exploitation animale. Donc voilà de premiers résultats. Là, je voulais revenir un petit peu, j'ai choisi d'insister un peu là-dessus, c'est que si ces aspects-là ne paraissent pas insurmontables, en tout cas, et si ce n'est pas l'objet de conflits, il y a des débats internes qui ont émergé à partir de la première phase d'entretien exploratoire que j'ai faite, et à partir des discussions aussi dans les moments d'observation. Et en fait, ces débats ne concernent pas seulement des divergences qui concernent précisément en fait, le rapport aux animaux et à l'exploitation animale, mais qui vont concerner peut-être plus souvent des perspectives différentes concernant la place à donner à d'autres luttes, en fait. Et quelle implication ces positions de solidarité ou non avec d'autres luttes d'émancipation vont avoir sur le fonctionnement des groupes. Donc, je vais expliquer ça un petit peu juste après. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est qu'on retrouve là les questionnements sur la préfiguration. C'est-à-dire, est-ce qu'on défend un projet de société entier qu'il faut incarner dès maintenant dans toutes ses dimensions, ou est-ce qu'on privilégie des objectifs stratégiques plus précis à court terme concernant les animaux, l'exploitation animale, l'alimentation végane, etc. La littérature sur la cause animale et sur le véganisme montre que les véganes et les militants de la cause animale, de manière générale, sont sensibles, en tout cas plus que la moyenne, aux questions d'égalité et de justice sociale et qui sont plus susceptibles d'avoir signé des pétitions ou d'avoir manifesté ou d'avoir fait du bénévolat pour d'autres causes. Ça peut être des causes humanitaires, par exemple, écologistes, féministes. On observe ça aussi pour la Suisse romande. Il y a quand même un certain nombre de groupes qui mentionnent explicitement être positionnés contre toutes les dominations et pour l'égalité de façon plus générale. C'est le cas, par exemple, de PEA, pour l'égalité animale, qui l'explique et qui le revendique sur son site internet. Donc, cette sensibilité, elle existe et il y a très souvent donc, des positions explicites là-dessus de la part des collectifs. Maintenant, au-delà de cette sensibilité et des positions de principe, la façon dont on le prend en compte et qu'est-ce que ça a concrètement comme implication sur les fonctionnements des collectifs, c'est un peu une autre question. Et c'est là que ça peut générer un petit peu des désaccords. J'ai identifié au moins deux causes ou deux autres mouvements qui vont recouvrir, en tout cas qui vont s'entrecroiser régulièrement dans la cause animale en Suisse romande. Le premier, c'est le mouvement écologiste. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, il y a un certain nombre de militants qui sont aussi investis dans le mouvement climat, qui, lui, de son côté, recherchent aussi régulièrement de convergence, vont inviter, par exemple, les mouvements de défense des animaux à venir des stands ou à participer à des journées d'action. La cause animale a aussi davantage de soutien d'élus verts, d'élus écologistes sur certaines de nos revendications. C'est la composante politique qui semble plus susceptible de soutenir les revendications. Un autre exemple, ça va être aussi Extinction Rebellion, qui a une branche animaliste qui s'appelle Animal Rebellion et qui est présente notamment à Lausanne. Donc voilà, il y a des convergences. Là-dessus, a priori, en tout cas, de ce que j'ai pu observer pour l'instant, cette convergence-là n'est pas très conflictuelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est régulier. Il y a eu, par exemple, aussi un soutien apporté de la part de plusieurs groupes animalistes à la ZAD de la colline du Mormon. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça. Donc, a priori, pas très conflictuel, à nuancer, car il y a quand même une critique de l'écologisme et de l'idée de nature qui est assez forte dans la théorie antispéciste. Donc, ça peut générer éventuellement des tensions, mais en tout cas, ce n'est pas prégnant. Et un second mouvement, une seconde sensibilité égalitariste que j'ai pu identifier, c'est le féminisme et de manière plus générale, les luttes contre les oppressions de genre. Alors, mini-pause, on va rentrer dans les détails après. C'est confirmé par à peu près toutes les enquêtes que la cause animale est particulièrement composée de militantes.
c'est une cause qui est très féminisée. C'est encore plus le cas quand on regarde les personnes qui sont véganes et végétariennes. Mais c'est aussi le cas dans les collectifs, et c'était confirmé sur mon terrain. À peu près tous les événements auxquels j'ai participé, il y avait une forte majorité de femmes présentes. Et dans ces militantes, il y en a une très grande partie en fait, qui se considère féministe. On peut le voir par les discussions, les partages sur les réseaux sociaux, la participation à la grève des femmes. C'est quelque chose qui est très présent dans les moments informels aussi, dans ce mouvement-là. Est-ce que c'est conflictuel sur le principe? Non. Mais en pratique, ça pose des questions, voilà, des questions où là, on voit qu'il y a des réponses qui ne sont pas forcément les mêmes selon les individus et les collectifs concernés. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire face aux propos antiféministes d'un membre? Est-ce qu'on considère que c'est hors sujet et qu'il a sa place dans le collectif tant qu'il s'investit pour les animaux? Ou est-ce qu'on considère que c'est inacceptable car on a pris une position contre toutes les oppressions et qu'on a besoin d'être cohérent avec cette position? Ça, c'est un problème, qui s'est déjà posé, qui se pose dans plusieurs collectifs. Est-ce qu'on trouve, par exemple, qu'avoir une personne fortement ancrée à droite dans le collectif, c'est pas un problème, et même c'est bon signe, parce que ça veut dire que la cause animale dépasse les clivages, et donc on a plus de chances d'obtenir des choses? Ou est-ce qu'on considère que non, c'est pas acceptable, parce qu'on défend toutes ces causes-là dès maintenant, et qu'on est justement dans une dynamique de préfiguration qu'on veut incarner dès maintenant dans l'ensemble de ce qu'on défend? Ça, c'est des questionnements stratégiques très concrets et qui, là, sont susceptibles d'alimenter des tensions à minima individuelles, mais qui sont aussi présentes au niveau collectif. J'espère que ça va toujours pour vous poursuivre. Est-ce qu'il y a des évolutions depuis 2018 et depuis le début de ma thèse? Il y a déjà plusieurs choses que j'ai évoquées qui vont dans ce sens-là. Donc, je vais faire un point aussi sur ces aspects d'évolution qui ont pu être observés. 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, mais ça passe très vite. Et surtout, la cause animale, c'est un mouvement qui est dans une période d'émergence, de croissance, et où les choses se modifient très vite. C'est-à-dire que la situation est déjà un peu différente aujourd'hui par rapport au début de ma thèse, et sans doute qu'à la fin de ma thèse, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur la façon dont ça a évolué. Depuis 2018, il y a eu des évolutions, des reconfigurations. Donc, je l'ai évoqué, mais par exemple, plusieurs médias ont été arrêtés ou suspendus. Et la raison à ça, c'est que les militants en fait, ont fait le constat que le mode de vie vegan profitait à présent de suffisamment de couverture médiatique, d'informations nutritionnelles, on sait facilement où aller manger vegan, et que donc ça n'était plus un enjeu prioritaire d'en faire la promotion, qu'on pouvait rediriger l'énergie vers autre chose. Il y a d'autres choix qui font écho à cette décision, par exemple des événements qui ont été transformés. Pendant une certaine période, l'association PEA a organisé en novembre le mois vegan, qui devient autre chose que le mois vegan, en fait, des séries de conférences avec des réflexions éthiques, stratégiques, etc. Mais ça n'est plus le mois vegan. Deux exemples de ça. Notre évolution, c'est que des collectifs qui étaient très actifs il y a quelques années sont donc aujourd'hui en veille. C'est le cas de 269 Libération Animale. Il y a toujours des pages, etc., mais il n'y a plus d'actions qui sont revendiquées au nom du collectif. Et ça donne lieu aussi à une redirection de l'énergie militante vers d'autres pratiques, vers d'autres collectifs, notamment vers les sanctuaires et les refuges, dont plusieurs ont été créés assez récemment. Il y en a qui ont été créés au tout début de ma thèse comme coexister. Vita Nova a été créé en 2020, et puis là, très récemment, parce que là, je l'ai appris la semaine dernière, un projet qui est en cours et qui verra peut-être le jour dans l'année écoulée. Donc voilà des éléments d'évolution. On peut noter que ces sanctuaires, ils sont particulièrement intéressants vis-à-vis de la question que je pose sur la préfiguration, dans la mesure où ils remplissent à la fois des objectifs stratégiques de court terme, concrètement sauver des animaux, recueillir des animaux, pas forcément stratégique, mais en tout cas c'est un objectif précis, et ça sert à ça précisément en soi. Mais c'est aussi des lieux où on expérimente un autre rapport aux animaux, un autre fonctionnement quotidien, et qui vont servir aussi de centres à partir desquels diffuser, montrer, faire des actions pédagogiques, des centres de rayonnement pour la cause animale aussi. Et il y a un contexte particulier sur lequel c'est très important d'insister, qui préside un peu à ces évolutions, et qui en fait est un contexte omniprésent sur mon terrain depuis le tout départ, parce que ça correspond vraiment au début de ma thèse,
et qui irrigue un petit peu toutes ces réflexions. C'est donc le contexte de répression judiciaire qui s'est abattu sur la cause animale. Je vais faire quelques rappels, surtout que je crois que tout le monde n'est pas suisse ou suisse romand. Donc, à partir de 2016-2017, comme j'avais évoqué, il y a eu des séries de dégradations matérielles, des occupations d'abattoirs. Et puis, à partir de 2018, il y a eu une série de procès, notamment un gros procès de plusieurs militants, donc avec des interpellations, des personnes qui ont été mises sous surveillance, surtout un jeune militant qui a fait 11 mois de détention préventive à la prison de Champ-Dolon à Genève, donc avant son procès, pour une tentative d'incendie sur un bâtiment. Donc, une peine lourde, 11 mois de prison ferme. Après, à l'issue du procès, il a été condamné à 1 an qu'il n'a pas eu besoin de faire parce qu'il les avait déjà fait avant le procès. Donc ça pèse lourdement, ça a des fortes conséquences. Ça pèse financièrement du fait des amendes qui vont devoir être payées sur le long terme et prises en charge collectivement. Ça pèse sur le plan légal et judiciaire parce qu'il y a mise sous surveillance et qu'il y a des casiers judiciaires, donc ça empêche aussi, ça entrave aussi individuellement, y compris pour avoir un emploi, etc. Ça pèse moralement aussi. Ce contexte-là, vraiment, c'est central dans les entretiens que j'ai pu mener, dans les échanges informels. Ça sort facilement, on sent que c'est à l'esprit de tout le monde, c'est un peu omniprésent. Donc, du fait de ce contexte, il y a aussi des formes de reconfiguration des collectifs et des pratiques. À la fois pour des raisons de contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire ou que ce serait trop dangereux de faire, voilà. Donc, il y a une impossibilité. Et à la fois, et c'est en particulier, parce qu'il y a un changement de perception aussi quant à la pertinence stratégique de ce type d'action de désobéissance civile, dont le coût est très lourd. Donc ça implique aussi des remises en question, de nouveaux questionnements en tout cas au sein de la cause animale. Comment est-ce que les différents acteurs qu'on a pu évoquer se positionnent et répondent à ça? On peut constater déjà qu'il y a vraiment une solidarité de principe face à la répression et face à ces condamnations, face au procès. Il n'y a pas eu de collectif qui aurait fait des condamnations, qui se serait désolidarisé explicitement. Il y a plutôt eu un soutien assez large, au moins un soutien de principe. J'ai pu assister par exemple à une soirée de soutien où on voyait qu'il n'y avait pas que des personnes directement impliquées, aussi des gens qui venaient pour soutenir sans forcément faire partie de ce même mode d'action, de ce même collectif. Donc ça c'est assez présent. Ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un bilan critique qui est fait, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas des personnes et des collectifs qui ont pu en tirer comme conclusion que ce n'était pas stratégique d'investir ce type d'action. Voilà, donc il y a un peu les deux éléments. Il y a des personnes qui ont pu, par exemple, me confier que ça les avait fait changer d'avis sur la pertinence de ça, qu'en fait, ça ne permettait pas d'essaimer, de donner l'exemple comme vous avez pu le penser au départ, mais que le coût était trop important, qu'au contraire, ça mettait un coup d'arrêt aux activités de la cause animale en Suisse romande. Donc, face à ça, il y a une redirection de l'énergie, notamment donc, dans les sanctuaires, ça c'est vraiment très, très, très présent, mais aussi dans des activités finalement entre guillemets plus classiques, des activités légales dirigées vers les institutions politiques et économiques, donc, notamment chercher à faire voter pour des votations fédérales, ce genre de choses. Donc vraiment, mon enquête de terrain et la façon dont je vais essayer de répondre à cette question, ça se déroule dans ce contexte-là. Et donc c'est aussi la façon dont vont réagir et répondre les collectifs par rapport à ce contexte qui va informer les logiques politiques qui les animent et la façon dont elles s'inscrivent plus ou moins dans des formes de politique préfigurative. Donc, quel est le tout début d'analyse de travail en cours là-dessus? Alors, je rappelle que moi, ce terrain est toujours en cours, donc je ne peux absolument pas dire ni que j'ai fini de récolter des données, et encore moins que j'ai fini d'analyser. On est plutôt au tout début d'une analyse qui va forcément être susceptible d'évoluer. Mais donc, la réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, donc les premières choses que j'ai identifiées et avec lesquelles je discuterai avec plaisir, c'est est-ce qu'on peut identifier une typologie des régimes d'engagement, des logiques d'engagement? Jusqu'à présent, j'ai pu identifier 3 pôles
que je vais vous détailler un petit peu ici. Donc, je les identifie en fonction de plusieurs choses, à la fois donc, des modes d'organisation de fonctionnement des collectifs, des principales activités, des priorités d'intervention qui sont établies, du rapport à la politique du quotidien, au mode de vie, à la consommation et à l'expérimentation de façon plus générale, par rapport à la conception du changement social. Et donc ça pourrait être précisé par la suite avec la suite de l'enquête et la récolte de données. En fait, c'est des typologies qui pourraient être construites en fonction de l'articulation de ces processus qu'on a vus, qui sont constitutifs de la politique préfigurative, comment ces processus s'articulent, est-ce qu'il y a une mise en tension de certains, et puis quel est le contenu aussi des idées, des normes qui sont développées. Donc tous ces aspects permettent de nourrir cette première réflexion, cette première analyse sur une typologie, sur l'existence de différentes logiques. Donc là, je voudrais juste insister sur le fait que ce n'est pas une typologie d'acteurs, et ce n'est pas non plus une typologie de pratique précise, c'est vraiment une typologie de logique politique, en fait. C'est-à-dire quels objectifs on suit et quelles sont les normes, les critères qui président à ces logiques. Ce qui veut dire qu'on peut voir coexister ces différentes logiques dans un même collectif, par exemple, et c'est même plutôt fréquemment le cas, même s'il y a des collectifs qui peuvent se caractériser davantage par certaines logiques que par d'autres. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, j'ai pu constater alors, quelque chose qui n'est pas spécifique par ailleurs à la cause animale, mais qu'en tout cas, qu'il y a des grilles de lecture différentes et des priorisations différentes qui sont faites, notamment sur l'importance, plus ou moins grande importance à donner à l'efficacité à court et moyen terme. Est-ce qu'on suit un objectif précis, puis on cherche à l'obtenir et on s'appuie là-dessus sur une expertise scientifique et éthique. On retrouve dans la première logique que j'ai identifiée, donc d'efficacité et rationalisation. Par exemple, dans cette logique-là, on va davantage voir apparaître des références comme l'altruisme efficace. D'ailleurs, une association à l'UNIF qui défend ça aussi, donc une logique d'évaluation aussi de l'efficacité. Ensuite, j'ai identifié une seconde logique qui serait davantage une logique justement où l'expérimentation a une place centrale, finalement un régime de l'utopie et de l'expérimentation de l'utopie dès maintenant. Et dans cette seconde perspective, ces préoccupations d'efficacité, elles peuvent être critiquées, notamment dans la mesure où elles peuvent prendre le pas sur ces valeurs et sur une démarche de préfiguration. C'est-à-dire que la première logique peut être vue comme une forme d'utilitarisme qui a aussi des aspects néfastes, notamment lorsqu'il vient évaluer des choses qui ne sont pas quantifiables, comme la quantité d'énergie ou de fonds financiers qu'on peut mettre pour prendre soin des animaux des refuges. Un débat qui existe, qui est assez récurrent sur est-ce que les sanctuaires, par exemple, ne sont pas, entre guillemets, un gouffre d'énergie par rapport aux résultats. Une troisième logique que j'ai pu identifier, que j'ai appelé pour l'instant, mais c'est temporaire, un régime de radicalité politique, c'est-à-dire qui pose une équivalence entre la cause animale et la justice sociale, et donc qui va revendiquer que les objectifs d'égalité de justice sociale sont tout aussi importants, qui va avoir assez fréquemment des références anticapitalistes et même révolutionnaires, et qui va davantage revendiquer l'action directe et la critique des institutions étatiques et des formes d'intermédiaires. C'est une logique qui était particulièrement marquée dans le cas de 269 libérations animales, bien que, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, le collectif est un peu en retrait. Voilà. Donc, ces différentes logiques, elles peuvent coexister. Il ne s'agit pas de dire, pour revenir à la question, qu'une de ces logiques incarnerait la politique préfigurative et pas les autres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tranché, justement. Ce qui va m'intéresser pour la suite de ce travail, c'est de voir quelle relation ces différentes logiques ont avec l'expérimentation, avec une politique préfigurative. Donc ça, c'est encore à creuser. Ça devrait être confirmé par la suite de l'enquête de terrain et c'est bien sûr soumis à discussion. Alors, j'ai presque fini.
J'ai fait un truc pas très conventionnel dans le sens où j'aurais peut-être été censée donner la méthodologie au départ. Mais en fait, comme c'est aussi quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, il y a pas mal d'enjeux dans ma réflexion actuelle qui portent sur la méthodologie. J'ai choisi de vous reparler de la méthodologie à la fin, comme ça tout le monde l'a en tête avant la discussion. Jusqu'à présent, en fait, pour arriver à ce résultat que je viens de vous présenter, j'ai fait une dizaine d'entretiens semi-directifs. J'ai fait à peu près 5 journées, dont une demi-journée d'observation participante dans 3 refuges différents. J'ai observé des actions de sensibilisation dans l'espace public et puis j'ai pu assister aussi à des événements, à des salons véganes, à des soirées de soutien, à des événements de conférences en ligne aussi. Plus voilà, une présence en ligne forcément accrue du fait du confinement sur Facebook et Instagram, sur lesquels j'ai créé des comptes spécifiques avec mon vrai nom, avec la mention de mon travail de thèse, etc. Donc ça a permis de faire cette recension des acteurs de la cause animale, de les positionner un petit peu dans les débats existants, etc. Puis ça a permis d'identifier les enjeux et débats qui étaient les plus présents dans ces différents espaces, en ligne et hors ligne. Maintenant, actuellement, j'ai plusieurs questionnements. D'abord, voilà, les entretiens ils sont individuels, mais l'analyse elle est davantage à l'échelle des collectifs. Donc, je me demande comment articuler au mieux ces niveaux et comment peut-être apporter aussi une dimension collective en adressant des questionnaires directement aux associations et en faisant des focus group. C'est une idée que j'avais déjà l'an dernier, mais toujours pas réalisée, mais j'y réfléchis. Il y a aussi la question de savoir est-ce que même si c'est un mouvement, une zone géographique pas très grande, est-ce que c'est quand même pas déjà assez grand? Est-ce qu'en fait c'est possible, réalisable d'aller voir tous les groupes dans tous les endroits et qu'est-ce qui serait suffisant sinon? Est-ce qu'il ne faudrait pas se focaliser sur une logique en particulier, dans celle que j'ai identifiée, ou sur des pratiques en particulier, sur des collectifs en particulier? Voilà, ça c'est aussi une réflexion en cours. Et enfin, donc là c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête en ce moment, il y a vraiment des questions d'éthique de l'enquête qui émergent vu le contexte que je vous ai présenté de répression judiciaire, de surveillance policière des militants qui ont été soulevés. Et donc, après cette phase un peu aussi exploratoire d'une dizaine d'entretiens, j'ai mis en pause en fait la phase d'entretien pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai eu 1 ou 2 refus de terrain, de refus d'entretien qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille, des personnes qui avaient eu des mauvaises expériences avec des entretiens similaires. Et donc, j'ai recontacté les associations, j'ai proposé de représenter ma thèse. Je m'étais déjà présentée, mais je n'ai pas fait de présentation de la thèse. J'ai pu discuter directement avec certains membres d'associations dans ce contexte-là, pour rassurer un petit peu, expliquer ce que je pouvais mettre en place et quels engagements on pouvait prendre. Donc ça a mené à la création d'un document, une sorte de foire aux questions sur ma thèse que j'ai pu envoyer aux associations. Je n'ai pas envoyé encore à tout le monde, mais j'ai commencé. Que j'ai diffusé sur les réseaux aussi pour que ce soit quelque chose de public. Et puis, je me suis aussi engagée à ne pas utiliser des plateformes comme Zoom ou Skype pour enregistrer les entretiens. Voilà, ce qui fait que pendant le confinement, du coup, je ne pouvais pas en faire. Voilà. Donc, ça a aussi un petit peu légèrement changé le calendrier, mais rien de dramatique. Et puis, donc, il y a aussi toute la question de la restitution, comment je fais pour informer au fur et à mesure des résultats et de l'avancée de ma thèse. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là que j'ai partagé cette conférence d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà où j'en suis et voilà, j'ai fini et j'espère qu'on aura des discussions intéressantes et j'attends vos conseils et vos suggestions.